C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Kidal, contrôlée par les Fama, l'armée malienne affirme avoir infligé de lourdes pertes aux rebelles Touaregs. Ces derniers contrôlaient une grande partie de la région et avaient investi le mois dernier la base occupée par la MINUSMA. On fera le point dans ce journal. La présidentielle à Madagascar, à 2 jours du scrutin, nous irons sur place. Vous verrez que les tensions électorales sont vives. Nous regarderons un reportage de notre correspondante Gaëlle Borgia. Elle est avec nous sur ce plateau. Le traditionnel discours à la nation du président Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo, l'occasion pour lui de dresser le bilan de son quinquennat alors que la campagne électorale démarre officiellement le 18 novembre. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. La bataille de Kidal semble toucher à sa fin. L'armée malienne affirme en avoir pris le contrôle. Cette ville stratégique du nord-est du Mali était le bastion des rebelles, principalement Touaregs. Ils contrôlaient une grande partie de la région, y compris la base de la MINUSMA. La force de maintien de la paix de l'ONU a quitté le pays fin octobre. Clarisse Fortuné. Aujourd'hui, la nouvelle a d'abord été annoncée par un message du colonel Assimi Goïta, lu à la télévision d'État. Un raid a été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux groupes armés terroristes. Aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal. Kidal, ville du nord-est du Mali et bastion de la rébellion à dominance touareg, est un enjeu majeur de souveraineté pour l'État malien. Pour les forces armées maliennes, il représente un lieu stratégique, après en avoir été chassé par les séparatistes en 2014. Le retrait de la mission de l'ONU, poussé vers la sortie par la junte, a déclenché une course au contrôle du territoire entre les acteurs armés du Nord, l'armée, les séparatistes et les djihadistes. De son côté, dans un communiqué, le CSP, l'Alliance de groupes rebelles armés, confirme avoir quitté sa ville bastion pour des raisons stratégiques. Tout semble s'être joué dans la nuit de lundi à mardi, avec l'aide de la technologie des forces russes. L'armée malienne a pris contrôle de l'aéroport de la ville, parce qu'elle est rentrée par l'est de la ville. Des opérations de sécurisation sont en train d'être menées. Et ces opérations, c'est difficile de savoir comment se passent pour le moment ces opérations de sécurisation, parce que vous le savez, les communications officielles sont interrompues dans la ville de Kidal. La prise de Kidal serait donc un succès significatif pour la junte militaire. Mais pour le colonel Goïta, si une bataille vient d'être gagnée, la guerre est loin d'être terminée. À 2 jours de la présidentielle à Madagascar, le pays est plongé dans une profonde crise électorale. Les manifestations contre la tenue de l'élection sont quasi quotidiennes. De nombreuses organisations de la société civile réunies dans une plateforme de dialogue demandent la suspension du processus électoral qui favoriserait, selon eux, le président sortant Andry Rajoelina. On regarde ce reportage de Gaëlle Borgia et on en parle juste après avec elle. Notre correspondante est avec nous sur ce plateau. À 5 jours du vote, ces groupuscules tentaient encore d'affronter les forces de l'ordre pour que le scrutin n'ait pas lieu. Parmi leurs griefs, la candidature du président sortant Andry Rajoelina en raison de sa nationalité française, révélée dans les médias en juin dernier. Envoyez-nous les munitions qu'Andry Rajoelina a achetées si vous en avez encore. On ne veut pas d'un dirigeant étranger, on n'en veut pas. Cet appel à manifester est un message du collectif des 11 candidats d'opposition. Le refus d'une élection considérée comme non démocratique, le rejet des instances électorales accusées d'être inféodées à Andry Rajoelina, c'est aussi la position de la présidente de l'Assemblée nationale. Avec plusieurs centaines d'entités politiques, religieuses et de la société civile, elle appelle à la suspension du processus électoral. On devrait d'abord revoir tous les règlements liés au processus électoral pour qu'ils respectent les normes internationales. De son côté, le président sortant continue sa campagne et ignore les appels au dialogue de la plateforme initiée par la présidente de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a 400 ou 500 personnes qui ont levé la main à l'Assemblée nationale pour demander la suspension du processus électoral. Ça veut dire qu'on suspend le processus. Quelle est la force exécutoire de ces déclarations? Nous, on se conforme à la Constitution, on se conforme à la loi.
À 2 jours du scrutin, nombreux sont ceux qui se demandent s'il aura bien lieu. Le gouvernement insiste sur le maintien de l'élection et appelle les électeurs à voter massivement le 16 novembre. Seuls 3 candidats sur 13 ont accepté de participer à cette élection, au boycott inédit dans l'histoire de Madagascar. Pour en parler, Gaëlle Borja, notre correspondante à Madagascar, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir. Alors on a vu votre reportage, on le dit bien, on le comprend. Pourquoi cette présidentielle cette présidentielle aura-t-elle lieu malgré les multiples appels au boycott et à la suspension ? Vous savez, Madagascar, c'est un peu le pays de l'inconnu. On ne sait pas du tout ce qui va se passer le 16 novembre. Ce qu'on sait, c'est que la décision a été prise par la Haute Cour constitutionnelle. Elle a décalé l'élection du 9 novembre au 16 novembre en raison de la blessure d'un des candidats à la présidentielle. Il faut rappeler qu'il y a un candidat qui a été blessé par des éclats de grenades lacrymogènes. Il a dû être évacué et pour compenser son temps de convalescence, la Haute Cour a décidé de décaler le scrutin d'1 semaine. La décision de la Haute Cour constitutionnelle est incontestable, irrévocable. Donc, a priori, le scrutin aura lieu. Après, reste à savoir ce que va faire l'opposition le jour du scrutin, cette opposition qui boycotte les élections depuis plus d'1 mois maintenant. Alors, pourquoi autant d'appels au boycott ? On l'a vu dans votre sujet, des partis politiques, des candidats, des religieux, des étudiants, des syndicats. Pourquoi autant d'appels au boycott ? Oui, c'est assez inédit. Il y a un communiqué qui a été signé par 57 organisations de la société civile, comme vous le dites, des étudiants, des syndicats, des chefs religieux. La présidente de l'Assemblée nationale a réuni 800 personnes à l'Assemblée qui ont signé une résolution demandant le report et l'annulation du scrutin. Donc on a une majorité de personnes qui demandent la suspension du processus électoral. Et leurs revendications, en fait, sont toujours les mêmes. C'est le fait qu'elles n'aient plus confiance dans la Haute Cour constitutionnelle. Elles estiment que les juges de cette Cour sont inféodés à Andra Dzouel et prennent des décisions en faveur du président sortant. Cette plateforme, tous ces opposants estiment que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, n'est pas neutre et est aussi inféodée à Andra Dzouel. Donc pour eux, les dés sont pipés. C'est-à-dire qu'ils disent qu'en l'état, le président sortant, Andra Dzouel, va gagner. Et que donc ces élections ne sont pas crédibles, ne sont pas inclusives et ne sont pas transparentes. Alors pourquoi le gouvernement persiste-t-il à maintenir cette élection qui est si contestée à tout prix ? Alors, je pense que ce serait un désaveu, ce serait un aveu d'échec pour le gouvernement si cette élection n'a pas lieu. Ils ont dit depuis plusieurs mois, depuis longtemps qu'ils étaient prêts, que le budget était prêt. Ils ont fait appel à la communauté internationale pour financer une partie du scrutin, du processus électoral. Donc ce serait finalement donner raison à l'opposition que de ne pas organiser ce scrutin. Donc le gouvernement est ferme, ils appellent les électeurs à voter massivement le 16 novembre. Ils demandent aux candidats, ils mettent en garde les candidats de ne pas faire obstacle à ce scrutin. Donc finalement, ils ont un discours très ferme et ils refusent la discussion avec toutes ces personnes qui demandent ce report et cette annulation. Alors Gaëlle, on va revenir également sur la polémique qui a fait suite aux déclarations que vous a faites le président du Sénat il y a quelques semaines. Oui, alors le président du Sénat devait prendre le pouvoir par intérim à Madagascar. C'est ce que prévoit la Constitution. C'est-à-dire que si le président de la République est candidat à sa réélection, il est remplacé temporairement par le président du Sénat. Et ce qui s'est passé, c'est que le président du Sénat a renoncé à prendre ses fonctions par intérim pour des raisons personnelles, a-t-il dit. Quelques semaines plus tard, coup de théâtre, il avoue au micro de France 24 avoir été menacé et ce qui l'a finalement mené à ne pas accepter ses attributions par intérim. Donc nous avons recueilli sa parole, nous avons pris son témoignage et nous avons bien évidemment demandé un droit de réponse au gouvernement. Et suite à cette interview sur France 24, eh bien, des informations nous sont parvenues faisant état d'incohérences dans le discours du président du Sénat. Il a déclaré avoir été contraint d'envoyer sa fille en France suite à de graves menaces de mort émanant du gouvernement. Sauf qu'on a appris que la demande de visa pour sa fille avait été faite bien avant les menaces supposées dont il parle. C'était au mois de juillet et sa fille est donc allée en France pour la rentrée scolaire. Et en fait, son discours
a changé après les interviews. C'est-à-dire qu'il m'a dit, hors caméra, avoir été contraint par le président Andrade de signer une lettre de renoncement pré-rédigée au palais présidentiel. Mais ça, il ne le dit pas pendant l'interview. Donc on a affaire à un discours très incohérent. Il est difficile de savoir s'il a véritablement été contraint par Andrade comme il le dit, ou si c'est un deal entre eux. Nous n'avons pas l'information. Ce que j'ai compris, en tout cas, c'est qu'il m'a manipulé et que son discours n'était pas conforme à la réalité et à ce qu'il annonçait également à ses interlocuteurs, notamment à des ambassadeurs. Et rappelons que c'est le président du Sénat, qu'il est assermenté, qu'il n'est pas censé non plus mentir et qu'il n'a surtout jamais répondu à vos autres sollicitations, justement pour le confronter à ces incohérences et que pour l'instant, on n'a pas de ces nouvelles. Voilà, rappelons-le à nos téléspectateurs. Merci beaucoup Gaëlle Borgia, merci pour votre décryptage et on suivra évidemment cette présidentielle à Madagascar. Le second tour de la présidentielle au Libéria cette fois. Le décompte des voix a commencé ce mardi soir. Le dépouillement a commencé à 18h après la fermeture des bureaux de vote. L'ancienne star du football, Georges Weah, au bilan critiqué, a affronté dans les urnes le vétéran Joseph Boakai. Écoutez ce que attendent les électeurs du futur président. Un meilleur Libéria, avec de nouveaux hôpitaux, des médicaments, de bonnes choses pour notre pays, la construction de routes. Ce que j'attends de cette élection, c'est qu'elle soit libre, équitable et transparente, et qu'à la fin, le vainqueur devienne le président de ce pays pour les 6 prochaines années. En bref, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été ramené en prison selon ses avocats, arrêté depuis fin juillet pour, entre autres, complot contre l'autorité de l'État et appel à l'insurrection. Il est hospitalisé depuis plusieurs semaines à l'hôpital principal de Dakar. Après une longue grève de la faim, sa participation à la présidentielle qui se tiendra en février prochain reste toujours incertaine. Le traditionnel discours à la nation du président Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo, une prise de parole devant le Parlement, un discours qui prend des allures de campagne à quelques jours de son lancement officiel. Le chef de l'État en a profité pour dresser le bilan de son quinquennat et il a une fois de plus dénoncé l'agression rwandaise. Fin de citation. Les précisions d'Aurélie Bazara-Kibongoula. C'est par la situation sécuritaire dans l'est du pays que le président Félix Tshisekedi a commencé son allocution. Il a dénoncé une nouvelle fois, je cite, l'agression et les actes criminels de la coalition M23 Rwanda. Il a rappelé que cette guerre a provoqué la fuite de plus de 2 millions de Congolais dans la province du Nord Kivu. Une minute de silence a ensuite été observée en hommage aux victimes. Le chef de l'État a évoqué le programme de désarmement et de démobilisation qui a pris du retard mais qui a été selon lui redynamisé ces dernières semaines. Et le chef de l'État a provoqué une ovation lorsqu'il a évoqué les discussions sur les modalités de retrait de la force régionale est-africaine et surtout de la mission onusienne. Il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre sécurité et de sa propre stabilité. Ainsi, l'engagement de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021 doit être mis en œuvre. Autre sujet qui a provoqué une salve d'applaudissements, la gratuité de l'enseignement. C'est l'une de ces mesures phares mises en œuvre pendant son mandat. Une mesure qui, selon des sources gouvernementales, a permis l'inscription de plus de 5 millions d'écoliers supplémentaires. Au bout de plus de 2 heures de discours, le chef de l'État a conclu son propos en lançant une question aux parlementaires et aux militants présents dans la salle, leur demandant s'ils veulent, je cite, repartir du zéro ou consolider les acquis, sans en dire davantage sur les élections à venir. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Claire Hildebrandt.